la mise en œuvre, les précautions fondées sur la transmission. En d'autres termes, l'isolement. Qu'est-ce que c'est la prévention et le contrôle des infections? La prévention et le contrôle des infections sont une approche scientifique avec des solutions pratiques conçues pour prévenir les dommages causés par les infections aux patients et aux travailleurs de la santé. Elles sont fondées sur les principes des maladies infectieuses, de l'épidémiologie, des sciences sociales et du renforcement du système de santé avec une entrée dans la sécurité des patients et la qualité des services de santé. Dans notre établissement de santé, on travaille toujours avec des patients infectés, des patients connus d'être infectés avec un tel micro-organisme. Mais en même temps, on travaille avec des personnes colonisées. Ces personnes, leurs infections sont cachées, elles ne sont pas encore connues et ils forment la majorité des patients d'entre l'établissement de la santé, ce qu'on connaît comme l'effet de iceberg. La chaîne de transmission, pour qu'une infection se propage, tous les liens doivent être connectés. Quels sont ces liens? Ils doivent avoir un agent microbien qui cherche un réservoir pour entrer dans ce réservoir, avoir un environnement euh, pour se reproduire, pour vivre. Euh, Après ça, l'agent microbien est prêt de sortir de ce hôte réservoir par une voie de transmission et entre à l'hôte réceptive pour causer l'infection et la maladie. Alors, on a l'agent microbien, on a le réservoir, on a la porte de sortie, la voie de transmission, la porte d'entrée, l'autre réceptif. Briser n'importe quel lien arrêtera la transmission de la maladie. Les précautions standards, ce sont les précautions essentielles recommandées pour tous les patients, aussi appelées les pratiques habituelles, basées sur le fait que les agents peuvent être présents dans les fluides corporels, le peau non intacte et les muqueuses de tous les patients. Alors, briser la chaîne, dans quel état va arrêter la transmission d'infections? Le principe de ces précautions doit être appliqué à tous les patients, à tous les moments, quel que soit le statut suspecté ou confirmé du patient. Ces précautions standards doivent être appliquées selon l'évaluation des risques pour les activités de santé pour déterminer le risque d'exposition, l'étendue du contact anticipé avec le sang ou les liquides organiques. Par exemple, porter les EPI en fonction de cette évaluation, pratiquer l'hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS. En tout ça, faites cette routine, faites les précautions standards avec chaque patient, l'évaluation des risques, faites ça comme une routine avec chaque patient, l'évaluation du risque et les précautions standards. Mais quelles sont les précautions standards? Quelles sont les précautions que je dois appliquer chaque fois avec tous les patients? Numéro un, et ce qui est très, très, très important, l'hygiène des mains. Pratiquer les gestes d'hygiène des mains. Numéro 2,
Respecter les règles d'hygiène respiratoire. Numéro 3, utiliser les équipements de protection individuelle et puis selon le risque. Numéro 4, la sécurité des injections, la gestion des objets tranchants et prévention des blessures. La manipulation, nettoyage et désinfection des dispositifs. Le retraiter les équipements réutilisables. Le nettoyage environnemental. La gestion du lait. La gestion des déchets. Utiliser une technique aseptique lors de l'utilisation de dispositifs invasifs. Alors, pour les EPI, les équipements de protection individuelle, quels sont les facteurs à considérer lorsque je porte le EPI? Lavez-vous toujours les mains avant et après avoir porté un EPI. L'EPI doit être disponible où et quand il est indiqué et dans la bonne taille. N'utilisez pas le EPI comme un routine. N'utilisez pas les gants comme un routine pour tous les patients avec les mêmes gants. Même pour la blouse, n'utilisez pas le blouse pour tous les patients. Portez seulement les EPI selon un risque ou par précaution basée sur la transmission. Et retirez toujours immédiatement les plus sales au plus propres après avoir terminé la tâche ou quitté la zone des soins des patients pour ne pas contaminer et transmettre l'infection à d'autres lieux, à d'autres personnes. L'EPI ne doit pas être ajusté ou touché pendant les soins aux patients. Plus précisément, ne touchez jamais votre visage lorsque vous portez l'EPI. Ne transmettez pas l'infection ou l'organisme microbien du patient sur vos soins, sur votre main. En cas d'inquiétude de ces pratiques, quittez la zone des soins aux patients lorsque cela peut se faire en toute sécurité et retirer et changer correctement l'EPI. D'accord. Alors, on a parlé de la chaîne de transmission, on a parlé quelles sont les précautions standards, comment les règles pour les EPI, mais quels sont les modes de transmission des infections? D'abord, on doit savoir qu'il y a deux formes d'infections. On a les infections exogènes et les infections endogènes. Les infections endogènes, ça veut dire que le patient même s'infecte avec ses propres germes à la faveur ou non d'un acte invasif. Alors, ça peut être pas un acte invasif, seulement un traitement routine, habituel, mais avec une fragilité particulière, il peut avoir cette infection. Les infections exogènes, ça veut dire la transmission interhumaine d'une personne à une autre, soit par voie contact, contact direct et contact indirect, et toujours, les mains sont la source la plus incriminée pour transmettre ce type d'infection. La transmission par gouttelette, les sécrétions respiratoires ou salivaires, les produits pendant la tousse, les éternuements et certaines manœuvres protégées sur une courte distance, moins que 1 mètre, avec une sédimentation rapide. Les infections exogènes, numéro 3, transmission par voie aérienne, sécrétion respiratoire de micro-organismes moins que 5 microns, il y a une suspension dans l'air et une diffusion à distance de la source plus qu'1 mètre ici, et l'exemple, la rougeole, la varicelle et la tuberculose. D'autres formes d'infection exogène, les véhicules communs, soit par l'eau, le boisson sanitaire, la nourriture,
les facteurs favorisants. Numéro un, facteurs liés à l'établissement de soins, l'emplacement du patient, l'architecture générale, le pavillonnaire, l'établissement ou service à risque élevé ou pas. Numéro 2, facteurs liés à l'organisation du travail. Numéro 3, facteurs liés aux investigations diagnostiques et thérapeutiques. Numéro 4, facteurs liés à l'hôte, au patient même. Alors, quel est l'objectif de l'isolement? L'isolement sert à limiter ou supprimer la transmission des micro-organismes par la réalisation des barrières empêchant toute forme de contact possible entre les patients et les sources de colonisation. Peut-être d'un malade à un autre, ou du patient à l'environnement, ou du patient à personnel de santé. Alors, l'isolement, les mesures d'isolement à mettre en place et la durée pendant laquelle elles doivent être maintenues varient selon, numéro un, la nature de l'agent infection en cause, la localisation de l'infection et la réceptivité ou la fragilité des patients environnants dans le cas de l'isolement septique. Il y a toujours des principales considérations lors de la mise en œuvre des précautions fondées sur la transmission. La signalisation. On doit mettre un signe sur la porte ou la chambre du patient indiquant qu'il est sous forme d'isolement et quel type d'isolement. Le transport de patients doit être limité avec une bonne et une précoce communication avec les autres départements s'il y a un transport. Et les visiteurs de ce patient doivent être limités en nombre et en durée. Le chambre d'isolement ou la salle d'isolement, si un nombre suffisant des chambres individuelles ne sont pas disponibles pour l'isolement des patients, prioriser les chambres individuelles pour les patients susceptibles d'être les plus infectieux. Si les chambres individuelles supplémentaires ne sont pas disponibles, placer le patient supplémentaire nécessitant un isolement dans une zone à faible trafic et maximiser la distance avec les autres patients. Assurez-vous d'indiquer clairement que le patient est isolé. Utilisez des barrières telles que des rideaux, des écrans, des chaises ou des autres matériaux pour montrer la zone d'isolement. Le stock doit être minimum à l'intérieur de la chambre du patient. L'équipement dédié pour, par exemple, la pression artérielle, le stéthoscope, maintenir l'équipement et la surface toujours propre, une désinfection après un nettoyage approfondi par des méthodes validées. Ils doivent être toujours des personnels dévoués chaque fois que possible, des personnels minimum à l'intérieur de la pièce, pratiquer l'hygiène des mains, les vaccins, si c'est possible, et l'utilisation et le choix correct des EPI. Selon l'OMS, il y a 3 affiches citant les très importantes pratiques qu'on doit appliquer pour les précautions de transmission, soit par voie contact, soit par voie aérienne ou par gouttelette.
Et si vous regardez ici, c'est écrit en plus des précautions standards. Alors, les précautions standards sont toujours les bases à pratiquer avec tous les patients dans tous les moments, quel que soit leur statut de santé. Mais pour le mode de contact, on assure le placement approprié, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, le blouse, les gants, parfois les masques, d'accord? Les matériels jetables dédiés du patient et l'hygiène des mains, avec la limiter le transport. Exemple des maladies qui transmettent par voie contact, la variole du singe, l'infection et colonisation par les organismes multirésistantes, la gale, la pédiculose, pour gouttelettes. La même chose ici, en plus des précautions standards, des exemples, le Covid-19, le méningite à méningocoque, l'oreillon, le rouben. Voie aérienne, le tuberculose pulmonaire, comme un exemple, d'accord? Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, Moyen-Orient, pardon. Et ici, c'est très important d'assurer le placement approprié du patient. Placer le patient dans une chambre d'isolement pour les infections à aéroporter avec une pression négative et garder la porte toujours fermée. Ici, on doit choisir le masque de protection respiratoire N95 avec toutes les précautions standards. Selon le CDC, ce tableau montre différents types de transmission avec les autres exemples. En résumé, l'isolement septique, c'est empêcher la transmission d'un agent infectieux connu ou présumé d'un patient infecté ou porteur à des individus non infectés et non porteurs, mais réceptifs. Les micro-organismes ne sortent pas. Mais il y a un autre terme, l'isolement protecteur. C'est empêcher la transmission de tout agent infectieux à des patients immunodéprimés. Les micro-organismes n'entrent pas dans les chambres. L'isolement protecteur ou absolu, cet isolement a pour objectif de protéger le patient de tout apport de germes venant de l'extérieur. Les indications sont strictement limitées à des patients hautement réceptifs à l'infection. C'est tout et merci à vous.